cher Bamba Alex Suleiman. Merci de me faire l'honneur et le privilège d'être le premier à prendre la parole sur ce plateau pour parler d'un sujet qui est éminemment important pour le destin et l'avenir de la Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, ce n'est pas pour rien que l'on, dans certains milieux, l'appelle-t-il comme étant l'homme au destin prédestiné. Et tout ce qu'il pose comme acte est frappé du sceau sacramentel. Rien au hasard, tout dicté par ce que je pourrais appeler la prégnance, soit des mages, ou ce qui relève, j'allais dire, de la prophétie, tout simplement. Alors, cet homme qui est arrivé aux affaires politiques, faut-il le rappeler pour que les gens s'en souviennent, que ce n'est pas le fait du hasard qui l'a conduit au cime de la République. Et que, ce faisant, son magistère, qui a pratiquement, comme le père, Houphouët-Boigny, marqué les consciences, ne peut donc que dans une dynamique de construction et, j'allais dire, de rassemblement des Ivoiriens, que se conjuguer et au présent et non pas au futur. C'est pourquoi, devant, non pas l'insistance, mais la demande très forte de ses partisans, j'allais dire à la limite de la révérence, parce qu'eux, ils savent ce que cet homme providentiel leur a apporté. En 1990, aussi loin que mes souvenirs remontent-ils, le président Houphouët-Boigny était dans le creux de la vague. Les contestations abondaient partout. Mais aux manettes, il y avait un jeune de 48 ans, comme quoi l'âge n'est pas une fatalité. Ce jeune, c'était le président Alassane Ouattara, premier ministre chef du gouvernement, qui vint au secours du président Houphouët-Boigny, autour duquel, d'aucuns le disaient, était dans une sorte de pénombre. Mais la lumière, c'est Ouattara qui l'apportait. Il vit ce qui s'y passait et il en informa le chef et prit le taureau par le corne. Il était de la première de cordée de ceux qui, en ordre de bataille, ont réussi à convaincre le président Houphouët-Boigny de faire ce que Houphouët lui-même, de sa posture de majesté, a dit au peuple de Côte d'Ivoire que c'est pour ce peuple qu'il faisait ce dernier mandat. Et le président Ouattara est là, il est présent. Et c'est donc la réponse, ô combien attendue, dont le chef qu'il est ne pouvait se dérober. D'accord. Les dés sont jetés, comme le dit le latin, allez ajectae. Très bien. Franck-Stéphane Dédy, est-ce que cette annonce de candidature du président Ouattara rebat les cartes, selon vous, selon votre grille d'analyse? Pour ma part, cette annonce-là ne rebat pas les cartes. Parce que, sauf à nier la vérité ou à nier la réalité, il était évident pour nous autres que le président décide de rempiler. Parce qu'on ne choisit pas un candidat à 1 mois ou 3 semaines de la fin du dépôt des candidatures, parce que toute la machine, en tout cas de son parti, était organisée pour. Donc, il y a vraiment pas de surprise. Moi, ça me fait rire un peu quand certains disent que, ah non, il y avait la pression, du suspense, il y avait de la pression. Pour vous, non, pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, parce que je pense que sur la tête du chef de l'État actuel ne pèse aucune pression de quelque nature, que ce soit à titre personnel. Donc, pour moi, il temporisait juste pour voir peut-être jusqu'où pouvait aller donc l'opposition, pour voir jusqu'où pouvaient aller peut-être ses soutiens, ce genre de choses, mais il est resté maître des horloges. Donc jusque-là, il faut pouvoir le dire. Cependant, à l'analyse de son discours, il y a un certain nombre d'éléments sur lesquels on peut s'arrêter. Bien sûr. D'abord, le président, il y a une certaine gêne encore, comme je disais la dernière fois sur ce plateau, qui transparaît dans son discours, si bien qu'il se sent obligé de revenir sur un certain nombre d'éléments. Notamment, les élections seront apaisées. Je veux construire ou maintenir un pays en paix, un pays stable, et tout le narratif habituel qui a lieu à ce genre de sa prise de parole ou des gens qui sont proches de lui. Moi, je pense que cela dénote que, d'une certaine façon, le président reste conscient de ce que, dans l'opinion publique, ça commence à faire tâche. Voilà. L'autre chose aussi que j'aimerais relever, c'est que le président, à un moment de son discours d'annonce, il dit la chose suivante, il dit que le contexte régional, le contexte économique et financier actuel de la Côte d'Ivoire commande que ce soit quelqu'un qui a de l'expérience qui gère le pays. Je pense que c'est un pied de nez qu'il fait non seulement à son propre camp, mais aussi à l'opposition. Dans son propre camp, parce que je pense que ça reste un aveu de ce que je suis le seul qui a l'expérience pour gérer donc ce genre de situation-là. Et ça fait écho, et il a bien fait de
trouver la justification, ou du moins de travailler à exposer la justification, ça fait écho à son souhait de vouloir passer le pouvoir à une nouvelle génération. Je pense que 5 ans après, il se rend compte qu'il n'y est pas arrivé à pouvoir trouver la personne qui a les épaules nécessaires de prendre sa succession, de répondre à tout ce contexte économique et financier. Donc je pense que c'est un aveu qu'il fait de ce qu'il a échoué à trouver un remplaçant. L'autre chose aussi que ça commande, c'est que ça consacre le fait que de l'autre côté, la plupart de ces lieutenants ne sont pas aussi arrivés à démontrer aux yeux du chef que nous pouvons prendre la relève, nous pouvons continuer donc ton œuvre. Après, et c'est là que je vais m'arrêter, pour moi, ça appelle de ma part un sentiment de tristesse. De tristesse dans la mesure où, bon gré, mal gré, on se dit qu'après 15 ans de gestion, on n'est pas arrivé à transmettre ses idéaux, on n'est pas arrivé à transmettre son leadership à quelqu'un qui va prendre la suite. Ça appelle de ma part aussi de la tristesse pour lui-même, parce que je me souviens en 2019 ou en 2020, le président avait réuni son parti, il leur disait en taquinant, vous n'avez même pas pitié de moi pour pouvoir me laisser partir, me reposer. Parce que pour quiconque connaît la fonction présidentielle, c'est extrêmement éreintant et tout ce qu'on peut imaginer. Mais 5 ans après, on se rend compte que le président qui disait être fatigué est obligé de se forcer à y aller. Et puis, dernièrement, pour moi, c'est aussi, oui, très rapidement, c'est aussi de la tristesse pour peut-être certains parmi ces lieutenants qui voudraient avoir la passe. Donc, notamment, je pense au président de l'Assemblée nationale qui a mis en avant un certain nombre de velléités dernièrement. Et donc, aujourd'hui, il doit être bien triste aussi à son niveau de voir que, bon, finalement, le président continue son œuvre. Très bien. Alors, messieurs, vous allez m'excuser. Les impératifs du journal télévisé nous imposent de rendre l'antenne pour le journal télévisé. Une courte pause avant. Vous aurez tout le temps de rejoindre Franck-Stéphane Dédi et Bamba Alex Soleiman dans vos développements respectifs. Aristide Nkenda, Yacouba Doumbia, André Silver Kona et Dr Kamena. Une courte pause, le JT, et on se retrouve juste après. Tara, l'élection présidentielle d'octobre prochain. Et mission entamée juste avant le journal, avec 6 invités avec nous en plateau, Franck-Stéphane Dédi, Yacouba Doumbia, Aristide Nkenda, André Silver Conan, Dr Kamena Arthur Yobo et Bamba Alex Soleiman. Alors messieurs, l'idée c'était, la première question posée ce soir, c'était de savoir si l'annonce de cette candidature du président Ouattara rebattait les cartes sur l'échiquier politique à 3 mois de la présidentielle. Réaction André Silver Conan. Non, absolument, absolument pas. C'est une candidature qui ne surprend guère. Sur ce plateau même, nous avions dit que tous les indices et tous les indicateurs montraient que le président Alassane Ouattara serait candidat à sa propre succession pour un 4e mandat. Alors, ce qui surprend un peu, c'est le timing. Alors qu'on attendait plus ou moins qu'il se prononce le 6 août, à la veille donc de l'indépendance, de la célébration de l'indépendance, il s'est prononcé aujourd'hui. Mais c'est dû à Alassane Ouattara. Il est une personnalité très imprévisible. Du moins, là où on l'attend, il n'est jamais là. Moi, personnellement, connaissant un peu son fonctionnement, je m'attendais à ce qu'il sorte quelque chose de ce genre, mais je n'ai pas vu cela venir en tout cas. Pour le reste, non, il n'y a rien de nouveau. Le président Alassane Ouattara est candidat pour le compte du RHDP. Notons d'ailleurs qu'il n'a pas prononcé le RHDP dans son discours. Il n'a pas du tout fait référence à l'appel de son parti. Il a plutôt parlé de ses compatriotes dans les régions et autres, sans évoquer le RHDP, ce qui m'a paru un peu bizarre. Il aura face à lui des candidats qu'on connaît plus ou moins aujourd'hui, d'autant que les 2 principaux candidats jusque-là ne sont pas encore sur la liste électorale, en l'occurrence Tigane Thiam et le président Laurent Gbagbo. Mais je pense que l'opposition a un peu favorisé cette prise de décision. Pourquoi et comment? Voyez, début juin, le président Laurent Gbagbo a été très clair. Celui qui est candidat pour un 4e mandat, qu'il sache que nous ferons tout pour ne pas qu'il soit candidat. Il a été très clair, c'était début juin. Et il a ajouté, comme il veut la bagarre, on va faire la bagarre. Il a dit début juin. Et rien du tout au niveau des PPACI. Voilà, de nombreuses personnes pensaient qu'après avoir fait cette déclaration, il y aurait des mécanismes qui auraient été mis en œuvre pour justement empêcher cette candidature. Mais cette candidature est là. C'est seulement le PDCI qui a essayé de faire une marche, mais c'était une marche qui a eu beaucoup de succès connaissant le vieux parti, mais ça n'était pas vraiment de nature à inquiéter un dirigeant qui est au pouvoir depuis 15 ans, qui a les rênes du pouvoir, qui maîtrise l'armée, qui maîtrise l'administration, qui a un parti fort, qui a des militants qui le soutiennent. Ce n'était vraiment pas de nature à le faire reculer. Et je pense aussi que hier, l'interview donnée par le président du PDCI, M. Tigane Thiam, a contribué
à faire comprendre au président Alassane Ouattara qu'en réalité, il est à l'international, mais il n'a pas de soutien, vu qu'il a dézingué un peu tout le monde, y compris le président français Emmanuel Macron. Donc, il a montré dans cette interview qu'il était à bout de souffle, qu'il n'avait pas de solution. Je pense que tout cela a amené le président Alassane Ouattara à prendre sa décision de façon précipitée pour donner justement aussi la chance à son parti politique de commencer les parrainages, vu qu'au niveau du processus de parrainage, c'était 0-0-0 pour le RHDP. Très bien. Docteur Arthur Yoboué Kamena, vous êtes sociologue du politique et de l'intégration. Que vous inspire Oui, monsieur Diaz. cette annonce de candidature du président Ouattara? Sur ce plateau même, on avait évoqué un concept du mythe du leader charismatique. C'est cela. Et on constate que le travail social qui a été fait pour légitimer, pour susciter cette candidature a produit l'effet escompté. C'est-à-dire pousser le président à donner un avis favorable à l'attente qui a été manifestée. Et en écoutant le représentant du RHDP... Non, il n'est pas représentant du RHDP. En écoutant monsieur Bamba. Voilà, je note que son discours retrace parfaitement ce mythe-là. C'est-à-dire qu'en 1990, le président apparaît comme l'homme providentiel pour sauver la Côte d'Ivoire d'un gouffre. Et en 2010, il apparaît comme Ado Solution, l'homme de la solution qui apporte des éléments de réponse à une situation catastrophique du régime LMP, FPI. Et en 2020, il se présente comme le dernier rempart contre l'instabilité, parce que le discours qui a été avancé pour pouvoir justifier la candidature, c'était non seulement le décès brusque de son candidat, en même temps, il a dit quelque chose qui a attiré notre attention, qu'il ne souhaitait pas laisser le pays dans les mains des personnes qui allaient créer un désordre. Donc, il s'est positionné comme le dernier rempart. Et en 2025, il se positionne encore comme celui qui a la maîtrise de la situation au regard d'une ressource politique qu'il a manifestée, c'est-à-dire cette capacité-là de gérer le territoire et d'accorder une stabilité. Donc, en prenant tout cet ensemble, on note que ça a contribué à mettre sous silence toutes les formes de tension qui pourraient surgir du RHDP. Si vous remarquez bien, il n'y a pas une voix qui s'est levée, même s'il y avait des ambitions présidentielles qui étaient manifestées, mais toutes ces voix-là ont été passées sous silence en raison de ce mythe-là qui a participé à anéantir toutes ces relations de pouvoir. Et l'autre aspect, c'est que je note que c'est pour moi une crise de leadership qui se présente au niveau du RHDP. Pas seulement le RHDP, mais l'ensemble des partis politiques. Mais comme c'est le RHDP qui est pris... Bien sûr, qui est à l'ordre du jour. C'est une crise de leadership. Quand on parle de leadership, ça renvoie à quoi? Ça renvoie d'abord à une structure d'intégration entre deux acteurs. Il y a des suiveurs et puis il y a des leaders. Mais le but des leaders, c'est de libérer un héritage culturel, un héritage de savoir, de croyances, afin d'amener tous ceux qui les suivent, dans le cas des partis politiques, les partisans, à perpétuer l'œuvre accomplie. Mais depuis 15 ans, jusqu'à ce jour, même, je ne dirais même pas 15 ans, depuis l'entrée en politique de l'homme charismatique jusqu'à ce jour, on constate que le président est obligé, je dis bien il est obligé, de répondre à un appel parce que tous ces acteurs qui l'entourent, ces lieutenants n'ont pas été jugés capables au regard de l'enjeu géostratégique dans lequel la Côte d'Ivoire se retrouve. Donc je souligne que tous ces éléments-là participent à créer de la tension. Parce que le président du PPAC avait souligné que lorsque le président serait le président du RHDP se déclarait candidat au 4e mandat, ils allaient prendre les rues. Ça, c'est ce qu'il a donné comme un appel. On note que certainement cette candidature va susciter des réactions. Et c'est sur ce point-là, on note qu'au niveau des partis politiques, il y a une chose qui empêche vraiment la succession, c'est-à-dire le culte de la personnalité. Et ça, c'est propre. Le culte de la personnalité qui a outrance. Et en plus de cela, il y a un monopole idéologique qui est déployé de sorte à ce que c'est le leader seul qui sait exactement ce qui est bon à l'état T. Et ça empêche tout ce qui est génie intellectuel, génie, énergie qui peut être déployée pour pouvoir même anticiper. Donc pour nous, cette élection aurait laissé l'occasion de voir les poulains en griffe, les poulains des deux partis, hein, c'est-à-dire le RHDP et le PPACI. Ce qui serait intéressant de voir, c'est de voir ces deux acteurs-là, le candidat du PPACI, Laurent Gbagbo, et le président Alassane, s'asseoir. Et puis, ceux qu'ils ont formés puissent se battre pour les élections de 2025. Mais c'est vraiment dommage de constater que nos leaders sont encore au four au moulin, alors qu'ils devaient prendre leur retraite de façon méritée, puis recevoir tous les honneurs qui s'accompagnent. Yacouba Doumbia. Alors, je vais abonder dans le même sens que certains de mes prédécesseurs, en disant que ce n'est pas une surprise. C'est peut-être le jour de l'annonce de la candidature qui est surprenant. Ce n'est pas un mois ou presque 2 mois de dépôt des candidatures qu'on va se choisir un candidat. Donc le président Alassane Ouattara a répondu à l'appel de ses militants.
qui, lors des pré-congrès, pendant lesquels la parole a été donnée aux militants de s'exprimer, et tous ces militants, au-delà des cadres, ont dit que c'est encore lui qu'ils veulent, parce qu'ils estiment qu'il est bon pour le service. Je vais peut-être décevoir aussi certains de mes interlocuteurs en disant que oui, il y a le mythe du leader charismatique, mais je vais m'inscrire un peu dans la dialectique du maître et de l'esclave. Pourquoi? Parce que le président Alassane Ouattara n'est là que parce que, d'une part, ses militants l'ont voulu, et d'autre part, parce que aussi ceux qui l'estiment le veulent. Ça aussi, c'est important. Donc, si on estime à un moment donné qu'il a une très forte personnalité, au point où certains n'arrivent pas à émerger, j'estime que ce n'est pas totalement vrai. Pourquoi? Parce que ceux-mêmes qui doivent être à sa place, ce sont ceux-là qui disent « Monsieur le Président, vous êtes encore bon pour le service et nous voulons que vous restiez là. » C'est ce que certains interprètent comme une fuite de leur responsabilité. Non, ce n'est pas une fuite de responsabilité. Parce que le président Alassane Ouattara impulse de façon générale la politique gouvernementale. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui construit les ponts. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui donne de l'emploi. Ce n'est pas le président Alassane Ouattara qui impulse la dynamique au niveau du fonctionnement de l'administration. Il a des lieutenants pour le faire. Et si aujourd'hui on a un bilan globalement satisfaisant, c'est parce que ces lieutenants-là jouent le rôle qu'ils doivent jouer. Donc, si ces lieutenants estiment à un moment précis que c'est le président Alassane Ouattara qu'il faut en ce moment précis, mais il y va. C'est pareil pour les autres partis. Vous avez le PPACI. On ne va pas faire l'injure au PPACI de dire qu'au-delà de Laurent Gbagbo, il n'y a pas de cadre capable de prendre sa place. S'il y en a. Récemment, on voit les bisbilles entre Awa Dombelo et, comment on appelle ça, c'est un cadre du PDC, c'est un cadre du PPACI relativement à l'élection présidentielle. Donc, tous ces grands partis ont des cadres valables pour succéder soit à leur leader, soit pour diriger ce pays. Sauf que ces cadres-là s'effacent parce qu'ils estiment qu'en ce moment précis, c'est cette personnalité-là qu'il faut. C'est ce que j'appelle la dialectique du maître et de l'esclave. Pour dire que ce n'est pas le fait qu'il n'y ait pas de cadre qui fait que ces leaders-là restent, mais c'est parce que ce sont les militants et les cadres qui estiment que ces leaders-là sont bons pour le service. Donc c'est ce que j'ai à dire sur ce sujet, en disant aussi que le président Alassane Ouattara, il est méticuleux. Il est méticuleux et cette sortie, ce n'est pas une surprise. Le fait qu'il sorte aujourd'hui pour faire cette déclaration, pour moi, ce n'est pas surprenant. Et connaissant Alassane Ouattara, il prépare à l'avance tout ce qu'il doit faire. Donc c'est quelqu'un qui est organisé. Oui, il a fait cette déclaration aujourd'hui, mais je suis convaincu que c'était préparé à l'avance. Peut-être qu'il y a eu des concours de circonstances qui ont fait en sorte que ça soit fait maintenant, mais c'était préparé à l'avance. Et on aura l'occasion, si on rentre dans les détails, d'aller un peu plus en profondeur. Très bien. Aristide Nkenda ? Oui, Ali, tu vas me permettre d'abord de dire à mon frère Stéphane de ne pas être triste. Il ne faut pas être triste pour le président Ouattara parce que lui-même l'a dit dans son discours, les éléments de langage sont là, il a dit c'est un engagement. Hein. Quand il a prêté serment, il a pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de protéger le pays et donc de faire à ce que les Ivoiriens soient heureux. Ensuite, je voudrais quand même revenir sur ce qu'André Sivek a dit. Il a utilisé le mot bizarre pour parler du fait que le président Ouattara, dans son discours, dans son adresse, ne se soit pas adressé directement au RHDP, mais il avait dit déjà au stade. Bon, je pense qu'en disant bizarre, ce n'est pas dans le sens péjoratif, ça veut dire que c'est quand même surprenant. Atypique. C'est atypique parce qu'il est cohérent, le président Alassane Ouattara. Il est cohérent dans son discours, dans sa méthode, dans son approche managériale. Il a toujours été cohérent. Au stade, il pouvait donner sa réponse au stade. Mais il a dit au stade, je suis le président de tous les Ivoiriens. Et cette adresse, il ne s'adressait pas seulement au RHDP, à l'appel du RHDP. C'est pour ça qu'il a dit dans ses propos qu'il y a eu des appels, même des anonymes, même des jeunes, des femmes. Et c'est pour ça, justement. Et je comprends que... Et pas que je comprends, je salue que André Sivek ait relevé ce fait-là. Sauf que, bon, peut-être que les gens vont croire que le mot bizarre soit péjoratif. Alors qu'en réalité, c'est comme ça que je comprends, André, que c'est surprenant. Maintenant, pour revenir à Dr Arthur dit que le leadership, c'est l'interaction entre un leader et des suiveurs. Bon, moi, je vais le dire autrement, docteur. Je vais dire qu'un leader, c'est celui qui met son talent au service de son leadership. Et le leadership, c'est le fait d'être face à une situation, inverser le cours de cette situation et embarquer les énergies dans son histoire. Et Max Weber fait la différence entre le pouvoir, le leadership et l'influence. Et quand vous dites suiveur, en réalité, le suiveur, c'est dans le cadre d'influence. C'est pour ça qu'il y a les leaders.
charismatiques et des leaders porteurs de sens. Donc, le président Alassane Ouattara est un leader porteur de sens. Ce n'est pas un leader Un leader porteur de sens, c'est celui qui génère d'autres leaders. Il n'est pas dogmatique. Voilà, qui génère d'autres leaders. Et donc, pour revenir à ce que Yacouba disait... Doumbia disait tout à l'heure, le président Alassane Ouattara, en réalité, c'est lui qui construit. Mais ce que Yacouba avait dit, c'est que, comme il génère d'autres leaders, donc il n'est pas un égocentrique, comme tous ces populistes qui veulent être la seule étoile au milieu du ciel. Donc, la démarche du président Ouattara, c'est de générer d'autres leaders. Donc, ces leaders-là font à sa place. Donc, il crée un environnement où il n'est pas le seul à être. Et donc, j'ai toujours dit, Ali, que le président Ouattara, c'est une prestigieuse école. Et on voit, à chaque sortie, sa parole est rare, et à chaque sortie, c'est un masterclass. Et on voit, je m'inscris difficilement dans la logique de ceux qui pensent qu'il y a eu une pression extérieure. Il n'y a pas de pression sur le président Alassane Ouattara. Et comme a dit Yacouba tout à l'heure, il fait tout au détail près. Et ce n'est pas parce que quelqu'un donne une interview à l'extérieur que le président Ouattara va se précipiter pour donner sa réponse aux populations ivoiriennes. Donc, ce que je peux dire, c'est que chaque fois que le président Alassane Ouattara pose un acte, c'est un enseignement. Et je pense que dans l'approche didactique du président Alassane Ouattara, on estime à un moment donné, surtout pour ses partisans, qui n'a pas fini, surtout qu'il y a un contexte géopolitique mondial qui a beaucoup évolué, ils estiment qu'ils n'ont pas suffisamment pris la dernière partie des leçons qu'ils donnent lorsqu'ils marquent des points sur le plan managérial. Donc, voilà. D'accord, très bien. Alors, monsieur, évidemment, l'opposition ivoirienne a réagi après l'annonce de la candidature du président Alassane Ouattara. Évidemment, il dénonce cette décision. Je vous propose de les écouter dans ce sujet de Salif Yalekoué.